Sans plus attendre, Steven Spielberg, Ready Player One, on commence. Gamin, on attaque. Bonjour à tous, c'est Pixel, on se retrouve donc pour cette 80e critique, je sais plus, je crois que c'est la 80e. Et c'est sur Steven Spielberg, réalisateur que j'adore, Les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones, bien sûr, bien entendu. Mais ces derniers temps, pour la fin des années 2010 plutôt, il était plutôt dans des délires un petit peu plus discrets, tels que Lincoln, tels que Le Pont des Espions ou le BGG, trois films que j'ai eu l'occasion de voir. Le BGG qui était sympa, mais sans plus, juste un bon petit divertissement, un peu longuet quand même. Mais voilà, Le Pont des Espions qui était vraiment génial, que je vous encourage vraiment à voir. Et Lincoln, je l'ai survolé, il faudrait que je le revoie une deuxième fois, mais de mémoire c'était quand même vachement sympa aussi à suivre. Sur deux de ces trois films, on souligne donc qu'un nouvel acteur est devenu plutôt récurrent dans les films de Steven Spielberg. Il s'agit de Mark Rylance, qu'on retrouve également dans Ready Player One, aux côtés donc de Tye Sheridan, si je ne me trompe pas sur son nom, et de Olivia Cooke, deux jeunes acteurs présents donc dans ce film. Quelles étaient les attentes sur ce film? Elles étaient immenses, on avait tous vraiment envie, on était tous très curieux de voir ce que pouvait donner Steven Spielberg sur autant de modernité, sur autant de création, autant d'imagination sur un tel film, Ready Player One. Donc les attentes étaient immenses parce que c'était vraiment déjà, je pense que c'était un succès qui était déjà très attendu. Je veux dire, on savait tous que ça allait super bien fonctionner, qu'on allait déjà avoir l'envie, qu'on allait avoir le goût du film avant même sa sortie. On attendait qu'une chose, c'était de balancer la sauce, que le film arrive. Et maintenant il est là. Qu'en est-il de Ready Player One ? C'est une véritable tuerie. L'essence même du film, son esprit, sa base, elle est énorme, c'est géant. Il y a vraiment un squelette sur ce film colossal, magnifique. Et pourquoi j'aime ce genre de film? Déjà, vous savez que je suis plutôt fan de l'univers Lego, avec Lego Batman ou avec Lego La Grande Aventure, parce que je sais très bien que c'est tout à fait ce genre de délire qui moi me plaît beaucoup, autour de l'humour geek, déjà, mais aussi autour d'un multivers, c'est-à-dire que vous pouvez basculer d'un endroit à un autre sans chercher à comprendre en un claquement de doigts, parce que les Lego c'est un matériel de construction, donc tu peux construire le Far West, tu peux construire l'étoile noire, tu peux construire un navire pirate, donc tu peux passer d'un univers à un autre, on bascule comme ça. Le concept de Ready Player One est tout à fait le même, avec un univers sans limite, avec un multivers sans limite, où la création, l'imaginaire, la population, les bâtiments, les artefacts magiques, les possibilités, les loisirs n'ont absolument aucune limite et peuvent exister tellement de manières possibles. C'est un véritable monde virtuel qui est tout à fait à part et qui a dépassé le monde réaliste. Le monde réel plutôt en fait, je dis des bêtises. Donc l'histoire de Ready Player One, c'est quoi? Ça se passe dans les années 2040, dans un futur relativement proche, l'air de rien, où dans notre monde réel, on a totalement oublié tous les problèmes, on les a laissés à l'abandon, les problèmes de surpopulation, les problèmes de déchets, de politique, tout ça, on voit que c'est un monde assez froid, triste, un peu à la Terminator, c'est-à-dire très très futuriste, mais très mal foutu, très mal géré, bon peut-être pas au point de Terminator, mais quand même, avec la surpopulation, des bidonvilles, etc. Mais quelque part, ce qui est assez heureux et triste en même temps, c'est que c'est plus le problème, parce que de toute façon, maintenant, dans ce monde futuriste, chacun a un avatar, chacun est relié à ce qui s'appelle l'Oasis, qui est le monde virtuel. Donc en gros, dans le monde réel, vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous mettez des gants spéciaux, et vous allez dans l'Oasis, où là, forcément, c'est un monde merveilleux, c'est un monde imaginaire, où tout est possible, où tout est beau, tout est parfait, et où vous pouvez devenir n'importe qui, faire n'importe quoi. C'est le monde du jeu vidéo à l'état pur, où cette fois-ci, vous êtes plongé à l'intérieur, vous créez votre avatar, vous pouvez lui faire changer d'apparence, vous pouvez faire des quêtes, des batailles, vous pouvez aller chercher des objets magiques, vous pouvez vous construire une maison, vous pouvez avoir une copine, vous pouvez avoir un chien, vous pouvez tout faire, quoi. C'est un véritable monde virtuel, comme tout le monde rêverait d'en avoir un. Moi je veux que l'Oasis existe dans un monde futur, ce serait vraiment génial. Le souci du truc en fait finalement, c'est que, alors c'est pas exposé comme un problème en tant que tel dans le film, mais finalement c'est que ça a pris une ampleur tellement grande qu'au final, tous ces gens sont des no-life dans le film, mais tous autant qu'ils sont, et prennent cette oasis avec des proportions qui dépassent l'entendement. Puisque forcément, il y a des gens qui vont vivre dans l'oasis beaucoup trop, qui vont s'y plonger jour et nuit, il y a des gens qui vont être capables de tuer, pour avoir le contrôle de l'oasis, parce que ça fait partie bien sûr du résumé du film dont je ne vous parlerai que brièvement, parce que bien qu'il n'y ait pas trop de spoilers, il vaut peut-être mieux ne pas trop en dire quand même sur le film, parce qu'il est bourré de petits easter eggs justement, de plein de surprises, de plein de petites références sur certaines scènes, je dirais pas plus, mais il y a une scène Shining qui m'a troublé, qui m'a bluffé dans la retranscription du film Shining à l'écran.
J'ai l'impression de revoir Shining tel quel, mais vraiment que Steven Spielberg a su gérer le délire, quoi, a su reprendre le décor, a su reprendre les plans du film. À mon avis, il a dû se servir un peu de quelques plans du film, et un peu modernisé, un peu retravaillé, et ça donne quelque chose de superbe, je vous en parlerai pas plus. Et voilà, il y a des quêtes, il y a des défis, il y a des courses, et c'est ça qui est cool, au point même que les gens se déconnectent de leur réalité pour aller dans l'oasis ou perdent totalement les notions d'amitié, de réalité, d'argent, puisque maintenant l'argent est beaucoup plus important dans le monde virtuel que dans le monde réel. Les gens sont prêts à avoir une vie pauvre dans le monde réel pour avoir une vie peut-être un petit peu plus aisée dans l'Oasis, ce qui est assez bizarre finalement, mais c'est un thème vachement fort, vachement intéressant, qui est super bien abordé, qui prend aux tripes et qui fait poser quelques questions à ce niveau-là. Et en fin de film, il y a quelques moralités finalement oui, qui vous ramènent un petit peu aussi à votre réalité en vous disant voilà, une seule vie à la fois, n'oubliez pas qu'il faut sortir des jeux vidéo, c'est brillé, c'est très très bref, c'est vraiment expédié brièvement, mais il y a quand même aussi un petit message, déconnectez-vous un petit peu de vos vies virtuelles de temps en temps et profitez d'un beau rayon de soleil, profitez de vos amis, allez sortir, allez au cinéma, faites des trucs en vrai. Pour ce qui est des acteurs, donc Olivia Cooke je connais pas du tout, Ty Sheridan qu'on avait déjà vu dans X-Men Apocalypse, que j'avais pas aimé, trop gamin, trop petit voyou dans X-Men Apocalypse, mais c'était le personnage qui était écrit comme ça. Mais ensuite voilà, je l'ai bien aimé là dans Ready Player One, franchement j'ai vachement accroché au personnage tout de suite. Non parce que bon, un mec qui aime les univers de fiction, qui joue aux jeux vidéo, bon je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus concernant ce que vous voyez là à l'écran. Je me suis facilement identifié au personnage, c'était plutôt cool. Il est plutôt sympa, il est attachant, je veux dire, même dans les comportements qu'il a. Enfin, c'est vraiment un héros assez modeste, assez courageux, mais pas trop tête brûlée non plus. Il est pas trop fou, il est pas trop surréaliste. Il a vraiment ce petit côté n'importe qui. Et ça me plaît beaucoup dans le film, vraiment. C'est un héros qui vient un peu de nulle part, qui vient de n'importe où, mais qui est suffisamment geek, suffisamment intelligent, suffisamment passionné des jeux vidéo pour qu'il se démarque et pour qu'il suive son aventure plus intelligemment que n'importe qui en fait. C'est là que j'aime bien, il y a un petit peu ce combat dans le film entre voilà, les vrais passionnés, les vrais gamers, les vrais connaisseurs, les vrais geeks, face aux chefs d'entreprise, face aux industriels, aux mecs, aux concepteurs, ceux qui veulent vraiment avoir le contrôle par le pognon, ceux qui veulent vraiment mettre la main sur les technologies, sur les personnes, sur l'Oasis, enfin voilà. On te montre en fait à la fin que finalement c'est plus le client qui gagne, c'est plus celui qui joue pour le plaisir de jouer plus que pour le plaisir de contrôler qui va gagner la partie finalement. Et Steven Spielberg, un mec qui a 70 ans, c'est peut-être pas vraiment son délire et son époque, les jeux vidéo. Il a quand même réussi, je pense, à s'entourer des bonnes personnes, à faire les bons choix et à prendre ce qu'il faut là où il faut pour vraiment créer un contexte de geeks vainqueurs, de geeks intelligents qui font les bons choix et qui ressortent comme les bons héros, les bonnes personnes de ce film. Les gens récompensés à la fin de ce film sont les passionnés, sont ceux qui vraiment adorent leur personnage, adorent cet univers, pas pour le pognon, pas pour le contrôle, mais juste pour le plaisir de jouer. Visuel absolument colossal, pharaonique, géant, dans toutes les références. Toutes les références visuelles sont impossibles à citer, mais parmi celles que j'ai retenues, pour la plupart, bon, il y a le petit martien des Looney Tunes, là, avec son espèce de casque de Romain, je me rappelle jamais de son blaze, mais bon, je l'ai vu vite fait au début. Il y a Freddy, il y a Jason, il y a Chucky pour les films d'horreur, je vous ai parlé de Shining aussi. Il y a pas mal de références à Retour vers le futur, certaines plus ou moins cachées. Il y a l'affiche de présentation de Goldie Wilson qui veut être mère dans, je ne sais plus, le premier Retour vers le futur, je crois, qui est vraiment discrète, il faut la retrouver, mais elle est dans le hangar du personnage principal. On a bien sûr la DeLorean, on a les 3 petites notes à chaque fois que Marty a une révélation sur le futur ou sur le passé, vous savez. Et ben il y a un moment où c'est super bien utilisé dans le film par rapport à un objet. On a le cube de Zemeckis, Robert Zemeckis qui est le réalisateur de Retour vers le futur et de d'autres films qui ne me viennent pas en tête comme ça, mais par exemple Qui veut la peau de Roger Rabbit, je crois, Le Pôle Express, etc. etc. Et c'est un pote à Steven Spielberg, donc bien sûr il y a un objet magique dans le film, il a donné le nom de Robert Zemeckis à cet objet, enfin c'est juste de la référence geek à l'état pur, je saurais même pas dire si c'est du fanservice, parce que le fanservice, c'est péjoratif, c'est gros, c'est poussif, c'est pour te dire, tiens, t'as vu, il y a vraiment ce truc-là qu'on a mis là en plein milieu pour pas que tu le rates. Là, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus beau, c'est nostalgique, mais vraiment dans le bon sens du terme, pour te dire, c'était pas nécessaire de faire ça, et on te l'a amené pour te montrer que
les pères fondateurs un peu de ces univers geeks, de ces univers de fiction qu'on adore, c'est un peu ces mecs-là, c'est un peu Robert Zemeckis, c'est un peu Steven Spielberg pour ce qui est du cinéma entre autres. Mais après on pourrait aussi en donner d'autres dans l'univers du jeu vidéo, dans l'univers du comics, etc. qui sont peut-être plus ou moins présents dans le film ou pas, mais rien que ça, c'est plaisant de dire qu'on a toujours ce respect, on a toujours cette hiérarchie de ces gens qui font vivre aussi le jeu vidéo via d'autres supports qui étaient le cinéma avant, qui étaient les comics. On s'est beaucoup inspiré de ça aussi dans les jeux vidéo pour faire progresser, pour faire avancer. Et bien sûr, les easter eggs, les niveaux cachés, tout ça vont être au cœur du film, les bonus. Voilà, il y a énormément de niveaux cachés dans le film, dans chacune des aventures de nos personnages. C'est là que ça coince un tout petit peu, on va revenir petit à petit aux petits défauts du film, qui sont pas énormes, mais finalement, c'est des défauts assez courants, on va dire, dans le monde du cinéma, enfin des défauts ou plutôt des banalités, finalement, parce que le scénario est très Spielberg. Très 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 Spielberg. C'est une aventure à la Spielberg, avec plus ou moins de l'inspiration de différents personnages, que ce soit Luke Skywalker, que ce soit un petit peu Avatar aussi des fois. J'ai l'impression de revoir un petit peu une espèce d'Avatar, mais sauce Steven Spielberg bien sûr. Enfin voilà, on a l'impression qu'involontairement il s'inspire de tous ces trucs-là pour nous ramener un héros qui est finalement le héros par évidence héroïque fantasy, quoi, qui va mener, voilà, le mec qui vient de nulle part, qui va mener une quête et qui va accomplir quelque chose de super héroïque pour au final se retrouver un peu maître du monde, maître de son univers, un mec super respecté, qui va vraiment être adulé par toute une génération. Voilà, c'est en cela que le film prend pas tellement de risques sur son côté sombre, sur son côté héroïque, voilà, sur tous les dessous, les aboutissants, les travers du film. C'est tout ce qu'il y a de plus neutre, tout ce qu'il y a de plus courant dans le cinéma d'action, le cinéma blockbuster. Sans que ce soit mal fait après, hein, puisque c'est super bien fait. Donc on prend quand même plaisir à suivre ce genre de scénario, sans vraiment qu'il aille titiller nos méninges en dehors des références, ou sans vraiment qu'il aille te retourner le cerveau, qu'il aille t'impressionner, ou qu'il aille t'apporter vraiment quelque chose de super neuf dans la narration. C'est pas tout à fait ça. Ça s'excuse, c'est pas grave. Défaut du film, disons qu'à un moment, donc il y a une histoire de quête, de défi dans le film, qui va plus ou moins être remportée par différents joueurs, parce qu'il faut vraiment faire travailler son cerveau pour pouvoir, enfin, il faut déchiffrer une sorte d'énigme pour arriver à réaliser le défi en question. Il y a 5 personnes qui y arrivent, dont notre héros, le perso principal, qui s'appelle Wade Watts, c'est ça. Et donc il y a 2 de ses potes proches qui vont y arriver, mais il y a aussi 2 gamers asiatiques pour essayer de draguer encore un peu le marché chinois. Ça, on se voit que ça se fait de plus en plus, c'est sûr, le marché asiatique même en général. Donc 2 gamers asiatiques à qui on refile le tuyau, qui vont un petit peu faire partie de la bande également en fin de film, qui vont un peu s'allier, ces 5-là vont s'allier pour remporter le défi de taille. Et tu te dis très bien, d'accord, ok, voilà, il y a une petite bande qui se met en place. Mais à un moment du film, bien sûr, il faut qu'ils enlèvent leur casque de réalité virtuelle parce que dans la véritable vie, ils sont traqués par des gens qui leur en veulent un petit peu, qui veulent un peu leur peau. Et comme par hasard, à ce moment-là du film, au moment où on t'explique que Wade Watts n'a jamais rencontré aucun de ses potes, surtout les 2 asiatiques, hein, voilà, parce qu'à mon avis, on imagine qu'ils sont à l'autre bout du monde, il les a jamais vus en vrai, même si les 2 asiatiques vivent aux États-Unis ou quoi. Au moment où ils enlèvent tous leur casque, ils se retrouvent, mais par le plus grand des hasards. Oh bah toi t'es mon meilleur pote que j'ai jamais rencontré. Bah ouais, j'habitais à 2 pâtés de maison, mec. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 5 ans qu'on se voit en réalité virtuelle, mais on n'a jamais pris le temps de se dire où on habitait pour se rencontrer en vrai. Et en fait, on habitait à deux quartiers, c'est tout. Et puis bien sûr, t'as les 2 asiatiques qui vont arriver de nulle part. Qu'ils soient américains ou pas, je sais pas. Enfin, je veux dire, ils sont type asiatiques, les gars, mais je veux dire, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? C'est un truc de fou, hein. Il y a des millions de personnages, il y a des millions d'avatars, il en rencontre 4, les 4 habitent à côté de chez lui alors qu'ils se sont même pas dit, ils sont pas... C'était pas du tout genre un groupe, genre ouais, qui habite à Columbus, voilà, tout ce groupe-là, vous êtes dans le même groupe Columbus. Non, ils se rencontrent par hasard et comme par hasard, ils arrivent à se rencontrer dans le film. Ah bon, on habitait tous à côté. Et en guise de dernier défaut, là pour le coup c'est vraiment un défaut, j'ai trouvé que le dernier défi, qui est donc le plus important des 3 en fin de film, était un peu faiblard comparé à la montée en puissance des 2 autres défis. Le premier qui est vraiment génial, pour le coup, qui te pose la base du film. Après un bon 20 minutes, une demi-heure, tu sais vraiment dans quel univers tu es. C'est riche, c'est super dense. Ça peut péter de tous les côtés. C'est vraiment rempli de plein de joueurs, de défis qui foutent vraiment les jetons. Et tu te dis merde, il n'y a aucun moyen d'y arriver. C'est quoi le secret? Tu sais pas, tu cherches avec eux. Tu te dis comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire comme cascade, qu'est-ce qu'il faut faire comme bonne manip pour y arriver.
Ça c'est super dans le premier. Dans le deuxième, faut peut-être un petit peu plus chercher, c'est un peu une réponse dans une maison hantée du coup, et bah tu te dis ouais, ça fout un peu la trouille de chercher dans cet endroit-là. Et il y a un rapport avec l'amour, et puis il y a des monstres, tout ça, donc ça vraiment c'est plutôt le côté un peu plus dark du film, avec la romance accompagnée. Et en fait, le troisième défi, bien que super important on va dire dans l'histoire du jeu vidéo, l'air de rien, il te raconte un petit peu le premier easter egg, ça c'est cool. Tu te dis au final, le troisième défi en soi, faut brancher ta manette, jouer sur une vieille télé des années 80, un vieux jeu un peu tout pété, tout pourri, et te dire ah bah oui, c'était le premier jeu avec un easter egg de l'histoire du monde. En fait, ça aurait été cool que ce soit vraiment dans le film, parce que c'est un élément important, je veux dire, là aussi c'est pas mal pour te raconter l'histoire du jeu vidéo, c'est parfait. Mais est-ce qu'en guise de troisième défi, c'était important, c'était nécessaire de faire ça? J'aurais préféré un troisième défi encore plus badass, moi, enfin vraiment qui soit plutôt essentiel. Parce que c'est ce que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a une sorte de bibliothèque finalement dans le film. Ce que j'aime bien dans le film, pardon, c'est qu'il y a une sorte de bibliothèque et qu'à chaque fois le personnage va vraiment dans cette bibliothèque, va aux archives pour réaliser tous les défis, essaye bien d'envisager toutes les possibilités, de rechercher les énigmes. C'est là aussi qu'on a voilà, un scénario très Indiana Jones aussi sur les bords où voilà, il faut lire je ne sais quel texte afin de pouvoir passer le premier obstacle, etc. etc. Mais c'est ce que j'aime bien, c'est ce que voilà, c'est cool et ça fonctionne super bien pour le coup. Mais donc voilà, le troisième au final, bon, c'est pas le plus intéressant des trois malheureusement, il n'aura pas vraiment fallu réfléchir en amont, c'était juste une histoire de déduction, une histoire de jeu vidéo à son époque, voilà, qui n'est pas le plus spectaculaire des dénouements finalement. Là, c'est tout ce qui gravite en fait autour de ce troisième défi qui est excellent parce que ça va prendre des proportions autour du château en question. Et là, pour le coup, il y a un rassemblement des troupes phénoménal, quelque chose d'immense et de très révolutionnaire, de très nation, nation face à la corruption, face à la dictature, qui est énorme. C'est tout ce qui se passe autour du défi plus que le défi en lui-même qui intéresse. Et donc pour finir sur deux personnages que j'ai beaucoup aimés, ce sont les créateurs de l'Oasis, qui sont joués par Mark Rylance et par Simon Pegg. Et en fait, tu vois que c'est un peu les patrons, c'est les dieux finalement, surtout Mark Rylance, c'est le dieu de cet univers, de ce multivers. Et j'ai beaucoup apprécié cette histoire en fait que... Bah, en fait il est mort je crois dans le film, est-ce qu'il est vraiment mort? Je sais pas, la fin est assez ouverte là-dessus parce que on sait pas, enfin en tout cas toujours est-il qu'il a laissé donc l'Oasis à tous les gamers et que voilà les défis sont faits pour arriver jusqu'à la récompense finale et tous les défis tournent autour de ce mec là, autour de sa vie, autour de ses échecs parce que c'est un mec discret finalement, de sa réussite aussi et comme il est super discret, super modeste, un peu comme voilà comme les geeks, je veux dire c'est des gens qui sont super à fond dans ce qu'ils font dans les jeux vidéo mais dans la vie réelle ils sont plus timides, ils sont plus un peu solitaires. Et Mark Rylance te livre, te sert une prestation qui est l'exacte vérité d'un gamer, voilà, d'un informaticien, je sais pas, enfin d'un mec qui aime bien ça, qui aime bien tout ce qui est technologique, tout ce qui est jeux vidéo, un mec qui a des lunettes, qui est mal coiffé, qui a un peu no life sur les bords, qui est amoureux d'une fille mais qu'ose pas lui dire, enfin c'est nous, c'est les geeks, c'est les gamers, c'est ça quoi. Par contre dans l'Oasis, le mec c'est le patron, c'est le dieu quoi, tout le monde l'adore, tout le monde le respecte, c'est le mec quoi, enfin voilà, donc c'est ça, c'est tout à fait ça. L'effet double personnalité, tout ça, enfin le film gravite beaucoup autour de lui, il y a une bonne fin autour de Simon Pegg aussi que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment classe, qui est bien utilisé, un film où Simon Pegg est vraiment riche, important, intéressant, parce que j'avais pas encore vu beaucoup de films où Simon Pegg sort un peu de la comédie, ou sort un peu des caméos à la Star Wars 7 par exemple. Là j'ai vraiment bien aimé son personnage, il est pas tant présent que ça, mais il est suffisamment là pour être riche, pour être important, pour être charismatique, et pour avoir une véritable histoire entremêlée avec celle de Mark Rylance également. Donc voilà, j'en ai fini, je vais pas trop m'éterniser, parce qu'il faut revoir le film pour tout comprendre, pour tout regarder, pour essayer de rater, pour ne pas rater les références qu'on aurait peut-être zappées justement la première fois. Mais c'est un super beau film, c'est encore une perle de Steven Spielberg, magnifique, et foncez le voir. Je rappelle que vous êtes maintenant sans abonnés, que pour l'occasion j'ai fait une vidéo, il reste encore un petit peu de temps si vous avez des questions à poser pour la FAQ, donc n'hésitez pas, voilà, elle est encore ouverte mais elle va bientôt être fermée, puisque quand sortira ma prochaine vidéo collection DVD plus réponse aux questions de la FAQ, et bien là, les questions FAQ seront définitivement clôturées. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, je vous en prie, je suis un livre ouvert, je répondrai à toutes les questions, plusieurs, une seule, comme vous voulez, mais vous avez encore un peu de temps si ça vous fait plaisir. Voilà, on se retrouve pour d'autres critiques, je sais pas encore lesquelles, mais voilà, pour un raccourci dans le temps, malheureusement ça a été annulé parce que j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Le film fait tellement un flop qu'il n'y a pas les bonnes horaires, j'ai pas eu le temps, un coup j'étais trop fatigué, un coup j'avais du boulot, un coup j'étais au taf, etc. Donc enfin voilà, j'ai pas eu le temps, désolé.
Mais est-ce que ce film valait le coup? Apparemment pas tellement, donc finalement, est-ce que la critique s'imposait? Non. Je vais me regarder ça plus tard en streaming, enfin voilà, je vous en reparlerai à l'occasion dès que je pourrai, si j'ai un moment au cours d'une critique ou deux. Mais voilà, pour un raccourci dans le temps, c'est annulé. On se retrouve pour des vidéos de Bienvenue à bord à Disneyland Paris, au parc Astérix certainement. Demain, je vais au parc Astérix, pas de vidéo, mais je refais mon pass, puis ça va revenir tout doucement. Peut-être une vidéo au mois de mai, par exemple. Vidéo, je pense, de Disneyland Paris en avril pour la nouvelle saison Pirates et Princesses. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette critique. Alors merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, vous l'aurez compris. Alors à la prochaine. Et vraiment, c'est un Steven Spielberg, c'est génial. Alors foncez voir Ready Player One et salut à tous. À la prochaine.